Salut les amis, bienvenue dans ce grand récap mercato de cette intersaison 2026-2027. La Coupe du Monde s'est conclue dimanche dernier par le sacre des Espagnols, la deuxième étoile pour la bande à Rodri. Et alors maintenant que la page mondiale est refermée, la suite c'est quoi? C'est le début de cette saison 26-27 et la reprise des grands championnats aux alentours de mi-août. Et du coup, si vous étiez concentré ces dernières semaines uniquement sur la Coupe du Monde 2026, et bien dans cette vidéo, je vous récapitule tous les transferts que vous avez ratés. Je vais me concentrer que sur les gros transferts et les grosses équipes des 5 championnats majeurs. Et comme ça, vous allez rattraper toutes les infos que vous avez ratées. Avant de faire tout ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne et on va pouvoir se lancer. Ok les amis, j'ai segmenté ça en championnat et aussi comme je l'ai dit, je vais parler uniquement des grosses équipes et démarrons par le championnat espagnol, la Liga. Le premier club dont on va parler, c'est le Real Madrid et je ne l'ai pas encore précisé mais je vais vous présenter ici que les transferts officialisés. Je ne vais pas parler de rumeurs ni vous faire de mercato idéal des équipes, non, je vous présente simplement les transferts qui ont déjà eu lieu et que vous avez peut-être ratés. Et donc pour revenir sur le Real Madrid, un nouveau projet s'amorce avec la signature en tant que coach de José Mourinho, une équipe qui sort de 2 saisons blanches consécutives avec aussi en plus des tensions dans le vestiaire. Le challenge pour ce bon José de rassembler les égos des Jude Bellingham, Vinicius, Mbappé et de finalement rendre cette équipe, ce collectif fonctionnel. Et le premier chantier qu'avait Madrid, c'était au niveau des latéraux. Que ce soit Carreras qui a déçu à gauche ou même Trent qui n'a pas le rendement attendu à droite, il fallait apporter du sang neuf et c'est pour ça qu'on a eu les arrivées en tout début de mercato de 2 joueurs. Le premier c'est Cucurella, tout juste champion du monde, exceptionnel latéral gauche, peut-être le deuxième meilleur latéral gauche du monde derrière Nuno Mendes, 55 millions, une très belle prise. Et puis à droite il y avait une clause de 20 millions pour Dumfries, lui aussi c'est un super profil, 30 ans, de l'expérience, un très haut niveau de jeu et qui va venir concurrencer Trent dans un autre registre en plus. Mais les gars, c'est pas tout, le Real Madrid a cette habitude de convaincre les joueurs en fin de contrat de les rejoindre et ça a été le cas avec 2 gars de première ligue. Le premier c'est Ibrahima Konaté qui vient pour remplacer un petit peu numériquement dans la défense le départ de David Alaba. Les Madrilènes se renforcent donc dans leur axe défensif et puis en termes de créativité au milieu de terrain, c'est vrai que ça manquait. Et du coup, t'as l'arrivée libre de Bernardo Silva. Alors à la Coupe du Monde, il a semblé un petit peu cramé, il a même perdu sa place après le début de la compète. À voir si Mourinho va l'utiliser dans un rôle axial ou sur un côté, mais c'est une arrivée d'un profil que Madrid n'avait pas encore, donc c'est très positif. Bon, passons maintenant sur leurs concurrents principaux, les Barcelonais, champions d'Espagne en titre, mais qui maintenant avec l'ossature et le jeu d'Hansi Flick veut aller chercher la coupe aux grandes oreilles. La prochaine étape c'est vraiment cette Ligue des Champions et pour ce faire il y a quand même une très très bonne base sur laquelle s'appuyer en termes de gardien, milieu de terrain, défense centrale. Il n'y a pas trop de travaux ni de recrues à espérer. Il y aura peut-être un chantier au niveau des latéraux, peut-être aussi en attaque avec les départs de Lewandowski, la fin du prêt de Rashford et aussi sûrement un départ de Ferran Torres. Va y avoir un chantier devant et la première pierre de cette reconstruction offensive a déjà été faite avec la signature en tout début de mercato, je crois même avant la Coupe du Monde, d'Anthony Gordon depuis Newcastle, et ce pour la somme de 80 millions d'euros. Il sera sûrement en concurrence sur le côté gauche avec peut-être Rafinha. En tout cas, il a montré de très belles choses à la Coupe du Monde. C'est aussi un jeune joueur, donc très très bien pour le futur, pour l'avenir du club. Maintenant, comme on l'a dit, il va falloir recruter un attaquant central, un numéro 9, et je pense que le Barça va dégainer un gros montant, donc à mon avis, leur plus gros transfert va bientôt arriver. Ok les amis, terminons la Liga avec évidemment l'Atlético Madrid. On a cru un instant que c'était la dernière année de Simeone, mais finalement il a annoncé aller au bout de son contrat fin 2027, donc peut-être qu'effectivement la saison prochaine 2026-2027 sera sa dernière. Son projet, son équipe a d'ailleurs connu un petit moment marquant avec le départ d'une légende absolue, c'est-à-dire Griezmann qui s'en va en MLS, et en termes de transfert ils ont déjà un petit peu bougé avec l'arrivée de ces 2 gars-là. Et tout d'abord c'est Hjulmand, un milieu défensif qui était du côté du Sporting, un Danois de 27 ans pour 40 millions d'euros. Il a fait une énorme saison du côté de la Ligue portugaise et il vient pour peut-être préparer l'après-Coquet qui sera sûrement lui aussi dans sa dernière saison. Et pour terminer, ils ont fait une super prise à 22 millions d'euros. Grimaldo qui a fait les belles heures, les belles années de Leverkusen ces derniers temps en Bundesliga. Il vient remplacer l'ancien titulaire qui était Ruggeri et si vous n'avez pas suivi, il a eu une casserole au cul, une affaire extrasportive qui fait qu'il risque de pas beaucoup jouer la saison prochaine. Et donc pour l'instant, l'Atlético a recruté de manière intelligente
excellente, mais il y a toujours un chantier en attaque avec, comme on l'a dit, le départ de Griezmann et surtout la possibilité de voir Julián Álvarez quitter la capitale madrilène. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs intéressés et que même le joueur a envie de partir, donc je pense qu'on verra davantage de recrues de la part de l'Atlético sur le secteur offensif, mais pour l'instant, ce sont les deux seuls moves qu'ils ont fait. Ok, les frérots, passons sur le plus grand championnat du monde, c'est-à-dire la Première Ligue, ceux qui ont le plus d'argent, de moyens et ceux qui font les plus gros transferts récemment lors des mercatos. Et on va démarrer par Liverpool qui va connaître un nouveau projet avec le départ d'Arne Slot, l'arrivée d'Iraola, lui qui a quand même réussi la saison passée à faire terminer Bournemouth à la 6ème place, une équipe qui sera européenne en Europa League l'année prochaine. Et hormis ce changement à la tête de l'équipe pour le head coach, il y a aussi le départ d'une légende, c'est-à-dire Mohamed Salah, et comme on l'a vu, Konaté qui part libre du côté du Real Madrid. Et donc pour remplacer numériquement un défenseur central et un ailier que tu as perdu en ce début de mercato, ils ont décidé de partir sur des petits jeunes avec déjà l'arrivée de Jacquet en provenance de Rennes. Bon, celui-là tout le monde le voit venir à des kilomètres, 64 millions d'euros pour l'un des plus grands talents français en défense centrale, quelqu'un dont le destin semble tout tracé jusqu'à même être titulaire peut-être dans les années à venir en équipe de France. C'est une super prise de la part des Reds. Et puis il y a le petit Munoz aussi qui a été sécurisé en tout début de mercato, lui qui a cassé la baraque du côté d'Osasuna, mais c'est un joueur qu'on connaît de nom depuis un moment parce que du côté du Real Madrid, du côté de la Castilla, c'est un talent qui ne passe pas inaperçu. Et après sa bonne saison en Liga, il part pour 40 millions d'euros et vient remplacer numériquement Salah comme on l'a dit. Évidemment Liverpool avec les moyens financiers et leurs ambitions ne vont pas s'arrêter là, mais c'est déjà un bon début pour le mercato. Passons alors maintenant à Arsenal, les champions d'Angleterre en titre, eux qui veulent installer une dynastie, régner sur l'Angleterre et en plus de conserver leur titre domestique, veulent peut-être aussi aller chercher leur première Champions League. Et pour un club qui sort d'une saison exceptionnelle, le mercato va servir à faire des petits ajustements, à s'améliorer dans certains registres, certaines zones du terrain dans lesquelles tu as eu des faiblesses. Et on sait qu'Arsenal défensivement c'était très solide, mais que sur le plan offensif il y avait des manquements. On a vu la finale de LDC, deux styles de jeu s'opposer entre eux et le PSG. Mais pour le moment les Gunners n'ont pas fait de prise sur le secteur offensif, il y a eu uniquement le départ vers Beşiktaş de Leandro Trossard. Donc on imagine qu'ils sont à la recherche d'un ailier, ça parle pas mal de Barcola par exemple, mais pour le moment ils n'ont pas l'air de se positionner. Pour l'instant les deux seules arrivées notables c'est Hincapié qui était prêté par Leverkusen, ils ont activé la clause d'achat à 40 millions, donc l'équatorien sera encore du côté de la capitale anglaise. Et puis en tant que deuxième gardien, Ilan Meslier, le français de 26 ans qui était du côté de chez Leeds. Ok, on passe sur un autre géant d'Angleterre, Manchester City, qui voit le chapitre Guardiola se fermer. Pep est resté à City pendant 10 ans décrochant 17 trophées et là Enzo Maresca a la lourde responsabilité que de passer derrière lui. On imagine alors, si tu mets en corrélation l'absence de titre en première ligue l'an passé, qu'il y aura des investissements faits sur le marché et la volonté de passer à un projet différent de celui de Guardiola, de lancer une nouvelle ère. Mais pour le moment les Citizens n'ont pas été super actifs. La seule arrivée notable quand même pour 135 millions d'euros, ça a été Elliot Anderson, le milieu de terrain qui était titulaire pour les Anglais à la Coupe du Monde, qui a fait une super saison du côté de Nottingham l'an passé. Il aura la lourde tâche d'arriver sûrement comme un titulaire en puissance. Après c'est vrai qu'au milieu de terrain il y a déjà les profils de Rodri, Nico Gonzalez, qui pour moi dans leur manière de jouer, d'être des milieux défensifs comme ça, sont assez similaires à Anderson. Donc peut-être que ça signifie que Rodri ne va pas rester à City, je sais pas. En tout cas tous les analystes anglais s'accordent à dire que c'est un super joueur qui a un potentiel énorme, donc c'est une bonne recrue de la part de Man City. Ok, on passe d'un Manchester à un autre en parlant de United où Michael Carrick, qui de base était venu faire l'intérim mais bien a été prolongé et sera l'entraîneur des Red Devils pour la saison 2026-2027. La problématique et les besoins de mercato se situaient pas mal au niveau du milieu de terrain avec un Ugarte qui déçoit et un Casemiro qui s'en va. Il fallait absolument renforcer ce secteur et c'est ce qu'ils ont déjà fait et plutôt bien fait avec l'arrivée déjà d'André Santos que nous on a connu en Ligue 1 du côté de Strasbourg, qui a fait une année assez bonne du côté de Chelsea l'an passé pour signer contre 56 millions d'euros pour l'an prochain du côté de United. Et ensuite la deuxième recrue qui est pour moi vraiment sous-cotée, c'est Tielemans, le capitaine de l'équipe nationale belge, a signé depuis Aston Villa vers les Red Devils pour 41 millions d'euros et pour moi c'est une prise exceptionnelle. Enchaînons maintenant toujours du côté de la PL avec Chelsea, encore une fois un nouveau coach. Il y a eu beaucoup de turnover à la tête des équipes en première ligue et quasiment toutes les équipes du Big Six à part peut-être Arsenal repartent avec un
nouveau projet, là c'est le Chelsea de Xabi Alonso. Comme d'hab, on sait qu'avec eux les mercatos vont être animés tant dans le sens des départs et des arrivées, ils aiment recruter des joueurs jeunes prometteurs et c'est déjà ce qu'ils ont fait avec les deux prises les plus notables intéressantes, avec déjà Palestra qui est un latéral droit qui était chez Cagliari en prêt depuis l'Atalanta Bergame. Il a fait une super saison en Serie A, ce qui lui a valu un transfert de 57 millions d'euros. Après voilà, on a l'habitude avec Chelsea que les prix soient un petit peu gonflés pour ces jeunes joueurs, mais c'est quelqu'un qui a un talent énorme. Mais ça pose aussi une question de pourquoi recruter un latéral droit aussi cher quand t'as déjà Rhys James et Malo Gusto dans tes rangs. Et donc on peut conclure avec cette arrivée que Gusto va sûrement s'en aller. On entend des potentiels contacts déjà établis avec Man City pour le latéral droit français à voir. Et pour terminer, la deuxième recrue notable, c'est un ailier droit gaucher très bon, très bonne qualité de passe, très bon dans sa qualité de dribble aussi. Il s'appelle Giovanni Quenda, il a 19 ans, un Portugais qui jouait au Sporting. En Liga NOS, il a terminé la saison avec 2 buts et 5 passes D pour 20 matchs disputés. C'était pas un titulaire indiscutable, mais il a su s'imposer au fur et à mesure de la saison. Quelqu'un qui a un immense potentiel, un joueur très prometteur, qui sera sûrement en concurrence sur ce côté droit avec des Pedro Neto, Garnacho, etc. À voir s'il réussit à s'imposer. Terminons donc le volet Première Ligue avec un autre géant, un autre club londonien, c'est Tottenham qui a failli descendre l'an passé. Le projet Roberto De Zerbi va enfin pouvoir vraiment démarrer parce qu'il était arrivé en tant que pompier de service pour assurer le maintien. Une chose qu'il a réussi à faire à l'arrache à la toute fin de championnat, c'est West Ham qui est descendu d'ailleurs. Et pour ne pas revivre une saison galère, eh bien les Spurs ont décidé d'investir massivement et il y a déjà eu quasiment 300 millions d'euros dépensés. Le gros du chantier pour eux, c'était le milieu de terrain qui était dysfonctionnel l'an passé et une des raisons de pourquoi ils ont failli descendre. Et donc là, avec 108 millions d'euros, t'es allé chercher Tonali que vous connaissez qui était chez Newcastle, et pour quasiment la même somme, 99 millions d'euros, Matheus Fernandes qui était à West Ham, un joueur qui était dans les petits papiers du PSG mais qui se sont fait doubler dans cette course par Tottenham qui a mis aussi un gros chèque sur un joueur qui était plutôt évalué autour de 60 millions d'euros. Et pour terminer du côté du secteur défensif, on a Van Eke qui était à Brighton, 26 ans, énorme saison, un nouveau central. Et donc là on peut conclure que Tottenham commence à avoir une équipe très sérieuse défensivement. T'as des Spence, Pedro Porro, Van de Ven, Romero, Van Eke en défense centrale. Au milieu de terrain, Tonali, Fernandes. T'as aussi James Maddison qui sera toujours là. Sur le plan offensif, c'est un petit peu plus compliqué, mais t'as toujours Mohamed Kudus, Solanke, Matistel, aussi Richarlison. D'ailleurs, pour enchaîner, il y a 2 transferts libres qui sont passés, 2 joueurs d'expérience. D'abord le défenseur central argentin Senesi qui était dans la liste de l'Argentine à la Coupe du Monde. Il est rentré d'ailleurs en finale face à l'Espagne. Et puis Robertson, le latéral gauche écossais depuis Liverpool qui est arrivé libre. Donc Tottenham est en train d'élargir son effectif tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Attention à eux. Et pour terminer vite fait sur un club, Aston Villa, en tout cas un transfert, c'est la révélation du mondial, le Suisse Manzambi qui débarque à Aston Villa pour 60 millions d'euros. On le verra peut-être d'ailleurs en action le 12 août face au PSG lors de la Super Coupe d'Europe. Donc je suis très curieux de voir ce que ce petit prodige peut faire du côté de l'APL. Bon, terminons cette vidéo par 3 championnats qui ont un petit peu moins d'argent que l'APL, qui ont besoin de vendre avant d'investir, c'est-à-dire la Ligue 1, Serie A et Bundesliga. Là, il n'y a pas eu pour le moment énormément de mouvements. Commençons par le Bayern Munich de Compagnie qui va entamer la saison 2026-2027 comme l'un des grands favoris à la Ligue des Champions. Eux qui ont fait une année précédente quasiment historique veulent désormais aller chercher la coupe aux grandes oreilles et effacer cette petite déception de la demi-finale très disputée face au PSG. Et pour ce faire, il y a déjà eu 2 recrues notables. La première, c'est le Marocain Saibari qui a fait une super Coupe du Monde, 50 millions d'euros, qui viendra remplacer numériquement Nicolas Jackson, qui retourne de près, lui, du côté de Chelsea, un joueur qui va pouvoir être la doublure de Harry Kane, mais qui peut aussi dépanner sur quasiment les 4 rôles de l'attaque dans le 4-2-3-1 de Compagnie. C'est pour moi un super joueur et c'était vraiment nécessaire d'avoir ce profil-là peut-être sur le banc. Et maintenant, avec le départ libre de Raphaël Guerreiro et les blessures à répétition d'Alphonso Davies, il fallait un latéral gauche à la fois prometteur et régulier du côté de la Bavière, et c'est pourquoi ils ont signé Braun en provenance de Francfort, celui qui était titulaire avec l'Allemagne à la Coupe du Monde. 2 joueurs très intéressants, mais le gros du mercato pour le Bayern, ça va être le dossier Olysée, convoité par le Real Madrid notamment. Est-ce qu'il faudra céder en cas d'offre supérieure à 200 millions d'euros et reconstruire un petit peu ton secteur offensif? À voir.
Passons maintenant rapidement sur l'Italie, la Serie A où il n'y a pas eu trop de mouvements. Déjà du côté de l'Inter, ça n'a pas énormément bougé. Seul transfert notable, c'est Akanji qui reste après son prêt de l'an passé. Je crois qu'ils l'ont eu pour 15 millions d'euros, un super défenseur. Ensuite, le plus gros transfert en Italie, ça a été l'arrivée de Gonzalo Ramos en provenance du PSG pour Milan en tant que numéro 9 titulaire pour 72 millions d'euros. Un énorme investissement de la part des Milanais pour peut-être celui qui était le meilleur super sub d'Europe l'an passé. Et d'ailleurs, en parlant de Paris, du PSG, ça me fait une transition parfaite parce que pour le moment, les Parisiens n'ont pas été très actifs sur le mercato. La seule arrivée officielle, ça a été Longoni, un Italien en tant que troisième gardien quasiment inconnu, valorisé 300 000 euros sur Transfermarkt. En revanche, on sait qu'avec le départ de Ramos, va falloir qu'on le remplace numériquement en tant que doublure de Dembélé. T'as aussi le cas Barcola. S'il s'en va, est-ce que tu le remplaces? Ça parle beaucoup de Diomandé pour le remplacer, mais il y a un transfert qui risque d'être officialisé aujourd'hui ou demain, c'est Lucas Digne. Le latéral gauche français qui était titulaire avec la France à la Coupe du Monde arrive en tant que doublure très certainement de Nuno Mendes. Un joueur qui risque de jouer surtout en championnat et être remplaçant en Ligue des Champions, c'est pas mal, un mec qui est expérimenté et qui a l'air d'être vraiment un bon gars et d'avoir l'amour du maillot. Maintenant, on sait que le mercato du PSG n'est pas terminé, il recherche, je pense, une doublure au poste de latéral droit pour suppléer Hakimi de temps en temps, il recherche un milieu de terrain et le fameux chantier offensif qu'on a évoqué juste avant. J'ai confiance en Campos pour nous cook des trucs intéressants et pour terminer cette vidéo, toujours par un club de Ligue 1, une équipe qui va jouer un match officiel très bientôt, son barrage qualificatif pour la Ligue des Champions, je crois le 4 ou le 5 août, c'est l'Olympique Lyonnais qui justement avec cette problématique de jouer le barrage très tôt, de commencer sa saison avant les autres, a dû aussi boucler son mercato très rapidement, en tout cas signer pas mal de joueurs et vous les avez ici. On sait que le contexte financier lyonnais est pas terrible, donc c'est à chaque fois des jeunes joueurs quasiment inconnus mais prometteurs, avec Bidstrup en provenance de Salzbourg pour 10 millions d'euros, un milieu central. T'as Duranville du côté de Dortmund pour 5 millions d'euros. Lui, c'est un mec qui a beaucoup de potentiel. Quand il avait 16-17 ans, beaucoup l'annonçaient comme un futur prodige, mais les blessures ont fait que ça a été plus compliqué pour la suite. Pour lui, on a Noam Kamara, un défenseur central en provenance du PSG pour 4 millions d'euros. Wedraogo, un latéral gauche, lui aussi en Ligue autrichienne comme Bidstrup qui arrive pour 2 millions d'euros. Et puis Boudache en provenance de Nice qui était en fin de contrat. Donc voilà, très curieux de voir ce que ces joueurs vont donner, même si à part Duranville, j'en connais pas des masses. Bref, les amis, ça vient conclure ce récap mercato. J'espère que ça t'a plu. Avant de partir, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne pour me donner de la force. C'était Capia, gros bisous.